Merci de suivre l'antenne, mesdames, messieurs. Bonsoir. Bienvenue au débat. Bienvenue à Questions d'actualité. Ce numéro porte sur la production du riz local au Mali, notamment la problématique de valorisation de ce riz que nous, Maliens, produisons. Le Mali, deuxième producteur de riz après le Nigeria, avec une production estimée à 2 921 000 tonnes pour la campagne 2017-2018, ce qui signifie que la riziculture occupe environ 180 000 exploitants. Les autres détails seront donnés tout à l'heure par nos invités. Il s'agit de M. Youssouf Maïga, président directeur général de l'Office des produits agricoles du Mali, OPAM. M. Maïga, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Faliri Boli, président de la plateforme nationale des producteurs de riz du Mali. Monsieur Boli, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Abdoulaye Daou, délégué général des producteurs de l'Office du Niger. Monsieur Daou, bonsoir. Bonsoir. Et monsieur Mamadou Goïta, directeur exécutif de l'IRPAD Afrique. IRPAD, c'est l'Institut de recherche et de promotion des alternatives de développement en Afrique. Bienvenue à vous et merci d'avoir accepté d'être là avec nous. Dans un premier temps, nous allons donc aborder l'état des lieux de la production du riz. J'ai rappelé des chiffres, c'est vrai, monsieur Boli, sur la production locale du riz. Ce n'est qu'à titre indicatif, vous qui êtes producteur, qu'est-ce qu'on peut retenir en matière de production de riz local au Mali? Bon, en matière de production, on peut regarder quelle est la place du riz dans la constitution de la sécurité alimentaire dans notre pays. Le riz occupe une place de choix et ça c'est à noter parce que vous l'avez dit, ça représente 5% du PIB, du produit interne brut. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et le nombre d'exploitations aussi, vous en avez parlé. Plus de 190 000 exploitations familiales. C'est très important. Mais ce qui est important surtout, c'est la place que le riz peut prendre dans la constitution de la sécurité nationale aujourd'hui au niveau de ce pays. Un peu, voilà, un peu ce que... Ça voudrait dire que vos productions vont jusqu'à combien au niveau local? La dernière étude que la plateforme avait eu à faire, je suis le président de la plateforme nationale et également président de l'interprofession riz. Mais la plateforme avait fait une étude qui nous avait montré qu'on est à on était jusqu'à 93% autosuffisant. Ça veut dire que pour les besoins du pays, jusqu'à 93%, on n'avait pas besoin de faire venir du riz d'ailleurs. Alors, Monsieur Maïga, vous qui êtes de l'OPAM, je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'Office des produits agricoles du Mali. Vous êtes au courant de la production de riz local, bien évidemment. Est-ce que vous pouvez nous dire comment se porte cette production de riz local au Mali? Bonsoir, madame. Je dois dire que cette production de riz, aujourd'hui, comme vous l'avez dit, nous sommes à environ 3 millions de tonnes. Et donc, nous ne sommes pas loin de l'autosuffisance en riz. Donc, ça dit que la production se porte assez bien. Mais il y a beaucoup de choses aussi à faire comme réglage pour que cette production puisse être vraiment boostée et que le Mali puisse être autosuffisant et même être exportateur net de riz. Alors, Monsieur Ndaou, vous êtes de l'Office du Niger, là où on produit beaucoup de riz de façon locale. Dites-nous comment ça se passe au niveau de l'Office du Niger. Bon, au niveau de l'Office du Niger, alors l'Office du Niger, sa présentation même, c'est 7 zones de production sur 120 000 hectares environ. Donc les exploitants sont vraiment organisés. Alors, ils sont dans leur organisation propre. Alors, nous faisons des exploitations, alors, des riz, donc à peu près 760 000 tonnes par campagne. Hivernage et contre-saison, les deux confondus. Donc, vraiment, on est beaucoup organisé. L'organisation au niveau de la base, alors on a vu qu'on a un problème d'écoulement des produits. Alors, on est revenu faire la plateforme. Alors, dans chaque région du Mali, alors, avec Faliri Boli,
Donc, et la PECAM. On va revenir au problème après, mais pour le moment, par rapport à la production, on sait que l'Office du Niger joue un très grand rôle par rapport à cette production. Comment est-ce que vous êtes organisé au niveau de l'Office du Niger pour que cette production accroît de jour en jour? Bon, on est organisé vraiment dans les différents bassins alors, pour faire la production. Donc, les exploitants, alors, partant du plan de campagne, bâti par l'Office du Niger. Alors, on va dans un calendrier bien ficelé avec l'Office du Niger et avec des engrais subventionnés par l'État et même des équipements agricoles. Et maintenant, au mois de juin, alors la campagne est ouverte et puis les exploitants alors, sont dans les exploitations à partir du mois de juin. D'accord. Alors, M. Boïta, vous êtes de l'IRPAD. L'IRPAD, c'est l'Institut de recherche de la promotion des alternatives de développement en Afrique. Dites-nous, qu'est-ce que l'IRPAD fait concrètement par rapport à la riziculture? Merci, madame. Merci, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices. De façon générale, l'IRPAD est un institut de recherche, mais aussi qui fait de l'accompagnement. Donc, c'est un think tank, mais aussi qui essaye d'accompagner en termes de renforcement des capacités des organisations paysannes essentiellement, aussi sur d'autres questions économiques. Mais comme nous sommes en train de travailler dans cette émission sur les questions de riz, nous avons accompagné la plateforme de Thales Hexagone et ses différents membres au niveau de l'Office du Niger, parce qu'il n'a pas fait partie du comité scientifique du Hexagone, et pour accompagner des travaux de recherche sur les questions foncières, sur les questions liées au prix, sur les questions liées aux coopératives, à la constitution de coopératives. Mais nous accompagnons aussi la plateforme nationale quand elle a été mise en place. Donc, dans le cadre de renforcement des capacités, pour mieux maîtriser les systèmes de production, donc en amont, mais aussi surtout la question de l'accès au marché. Donc, c'est un accompagnement que nous faisons au niveau des organisations paysannes, et particulièrement les producteurs de riz, et pour ce qui concerne donc l'amélioration des systèmes, mais aussi la question fondamentale de l'accès au marché. Ça veut dire qu'il y a différents aspects d'accompagnement, dont la formation. Dites-nous, qu'est-ce que vous faites concrètement sur le terrain avec ces producteurs de riz? Alors, sur le terrain, nous avons engagé déjà il y a quelques années des recherches sur les systèmes de production pour voir un peu en matière de ressources, l'accès aux ressources notamment sur le foncier, sur l'accès aux deux facteurs de production, les intrants, quel est l'état des lieux. Ensuite, nous avons travaillé avec les producteurs de riz à l'Office du Niger sur les types d'organisation les plus appropriés pour pouvoir accéder au marché. Parce que la question de l'accès au marché est une question fondamentale. On oublie souvent que quand on accompagne la production, qu'il faut organiser la transformation des produits, qu'il faut organiser la question du marché, parce que c'est là où on crée de la richesse et la redistribution. Parce que le problème du Mali aujourd'hui, ce n'est pas forcément, disons, de mettre l'accent seulement sur la production, mais de voir comment on organise l'aval, donc qui est la question de la valorisation des produits, la question du marché, pour qu'on puisse tirer de l'économie nationale des ressources aussi pour réinvestir dans l'agriculture et permettre à ce que la production puisse atteindre les 100% et au-delà. Donc à ce niveau, donc, nous avons fait beaucoup de formations pour les différentes organisations paysannes sur les aspects d'exploitation, de maîtrise des coûts de production, mais aussi nous avons fait énormément de formations sur les aspects organisationnels. Et donc le plan d'action, même le plan stratégique, disons, de la plateforme nationale des producteurs de riz, la PNPR, qui est dirigée par Valérie Boli, et c'est IRPAD qui a accompagné l'élaboration de ces plans stratégiques, des actions qui peuvent permettre la promotion de cette organisation. Il y a un travail de coordination aussi avec les producteurs d'intrants ou les revendeurs d'intrants. Alors, nous avons des espaces multi-acteurs. Donc, juste, il y a juste quelques jours, nous étions à une réunion justement pour continuer à travailler sur les aspects liés à la valorisation du riz local, parce qu'il y a une plateforme multi-acteurs qui a été mise en place avec la recherche, avec les différents ministères concernés, aussi les producteurs, mais aussi d'autres ONG qui travaillent sur la question du riz. Et cette plateforme multi-acteurs permet justement d'avoir des réflexions sur, avec l'ensemble des autres acteurs pour voir dans quelle mesure la production du riz peut servir en priorité aux producteurs, mais aussi permettre aux consommateurs d'accéder à ces riz-là de la manière la plus adéquate possible. Parce qu'il y a la question de la quantité, il y a la question de la qualité et la question de la durabilité. Donc on reviendra certainement sur ce point-là. Donc l'amont et l'aval, nous essayons d'accompagner au sein de cette plateforme multi-acteurs. Donc la plateforme nationale nous a fait l'honneur de nous inviter à participer et à assurer aussi des fois l'animation de cette plateforme multi-acteurs. D'accord. Monsieur Bolivou, vous avez parlé de l'interprofession. Vous êtes en même temps président de la plateforme, 2 casquettes.
Que fait l'interprofession et que fait la plateforme? La plateforme, l'interprofession est constituée de 4 familles. Vous avez la famille des producteurs, la famille des commerçants, celle des transporteurs et celle des transformateurs. Et la famille des producteurs est représentée par la plateforme nationale des producteurs de riz. Donc c'est une fêtière nationale que nous avons souhaité mettre en place depuis au niveau des organisations à la base. Avec l'impulsion de l'AOPP, nous avons mis cette organisation en place. En fait, on n'a rien créé de nouveau. On a trouvé tout juste les organisations qui existaient. On a essayé de les mettre en réseau. Et c'est ce qui nous a donné la plateforme nationale des producteurs. Et on les a créées en fonction des bassins qui existent. Les organisations qui existent au niveau des bassins, on les a regroupées. À l'Office du Niger, il y a plusieurs organisations de différents types. Vous avez des coopératives, vous avez des associations, vous avez des syndicats. On les a mis en place, des délégués. Et le délégué général est le président de la fêtière que nous avons au niveau de l'Office du Niger, qu'on appelle le GOPON. Et dans la région de Ségou, nous avons 4 bassins. Et dans la région de Sikasso, on en a jusqu'à 11. C'est vrai que c'est des petits bassins dans les régions de Sikasso, mais ça fait beaucoup. Donc c'est comme ça. Et ces différents bassins se sont retrouvés pour constituer les plateformes régionales. Et les plateformes régionales de Caille jusqu'à Gao se sont retrouvées pour constituer la plateforme nationale des producteurs qui représente la famille de la profession agricole au sein de l'interprofession. L'interprofession, c'est quelque chose qui a été voulu par l'État. C'est dans la loi d'orientation agricole et il y a tout un environnement institutionnel qui a été mis en place pour accompagner justement cette forme d'organisation et l'amener justement à aider le gouvernement dans sa politique de développement de la riziculture, la production, la transformation, la commercialisation. Donc on essaie de nous employer à ça, mais le maillon production est assuré par la plateforme nationale des producteurs que nous représentons ici aujourd'hui. Et tout cela est coordonné dans le but d'améliorer le travail par rapport à la qualité du riz local. Est-ce que vous pouvez rassurer les Maliens que le riz local est de qualité? Une des raisons, des objectifs de cette rencontre, c'est pour faire connaître exactement aux Maliens que le riz que nous avons ici, on s'en tape la poitrine grâce à la recherche que nous avons, qui a mis en place des variétés de riz qui sont la meilleure qualité. Le problème maintenant, c'est d'avoir de bonnes qualités pour le grain. Et l'OPAM veille à ça parce que nous avons eu des contrats avec l'OPAM et l'OPAM est exigeant sur la qualité. C'est en fonction d'un cahier de charges que nous avons ces contrats et nous les honorons. Et en même temps, ce riz local, tout le monde le reconnaît, elle est de meilleure qualité. Présentement, en Côte d'Ivoire, il y a une certaine quantité de riz qui a été saisie qu'on est en train de détruire. C'est vous dire que le riz qu'on nous apporte de l'extérieur, la qualité n'est pas toujours garantie, alors que le riz que nous avons ici, c'est de bonne qualité. C'est le riz qui a été produit la même année et il y a les possibilités, c'est entre nous, Maliens, Kokoro, Karaobignon, Kiyorodon, il y a la possibilité, on peut agir sur le prix et avoir un prix raisonnable. Et au niveau de l'interprofession, c'est le rôle d'équilibrage que nous essayons de jouer pour que le prix au consommateur ne soit pas trop élevé, mais aussi pour que le prix au producteur ne soit pas trop bas. Entre le riz importé et le riz local, quelle est la différence de prix? La différence de prix, ça dépend des périodes. Très souvent, le riz local, il y a un moment où le riz local coûte un peu plus cher que le riz importé. Ensuite, le riz importé, à condition qu'il y ait des exonérations. Et justement, il y a ce problème d'exonération qui ne profite pas très souvent à la population, ça il faut le dire. Et des fois, on donne l'exonération, je donne un exemple, pour 100 tonnes. Et le commerçant qui bénéficie de cette exonération, il commercialise 1 tonne ou bien 10 tonnes, il attend et au moment où les prix montent, il commence à revendre son riz. Est-ce que cette exonération, à qui ça a profité?
c'est tout juste aux commerçants et peut-être quelques fonctionnaires véreux. Alors, si nous valorisons notre production locale, on peut assurer l'autosuffisance alimentaire. Et le gouvernement est en train d'investir avec tout ce que le gouvernement met comme subvention. Et nous pensons que ce serait beaucoup plus valorisant si le gouvernement, en mettant de l'argent, en subventionnant la production, continue à subventionner aussi, même pas subventionner, mais prendre des mesures qu'il n'y ait pas une concurrence déloyale qui va plomber sa production. Parce que j'ai vu en Thaïlande, le riz qu'ils produisent là-bas, ils le produisent à 300 francs le kilo, et pourtant ils viennent le vendre, le riz paddy, ils viennent le vendre ici moins que 200 francs et 300 francs le riz grain. Donc c'est dire quelque part il y a quelque chose et que nous ne pouvons pas supporter. Leur production est subventionnée, la commercialisation est subventionnée, le transport est subventionné, ils viennent vendre ici et ils plombent notre production alors que notre gouvernement a déjà fait des efforts pour soutenir cette production. On va parler de ces efforts ultérieurement. Le temps de faire réagir M. Maïga. M. Boli a parlé tantôt de coordination entre la plateforme et l'OPAM. L'OPAM qui veille surtout à la qualité. Dites-nous comment vous faites sur le terrain pour que la qualité soit. Bon, par rapport à la qualité, nous sommes assez exigeants parce que nous avons un service qui est dédié au contrôle de qualité et qui veille à ce qu'effectivement toutes les céréales qui entrent dans nos magasins répondent aux normes de qualité requises. Donc nous demandons tous les achats que nous faisons, quand les céréales arrivent dans nos magasins, nous prenons les échantillons que nous allons vérifier pour voir effectivement si la qualité y est. Et c'est comme ça que nous vérifions effectivement la qualité. Si ce n'est pas bon, nous rejetons ces quantités. Donc tant que en fait, les vérifications ne sont pas faites, il n'est pas dit que ce qui est arrivé dans les magasins sont réceptionnés. Donc il faut d'abord qu'il y ait cette vérification de qualité pour que nous puissions vraiment réceptionner les quantités requises. Et qu'en est-il de la production sur le plan qualité aujourd'hui au niveau des producteurs? Bon, au niveau des producteurs, je pense que le riz malien, le riz local est vraiment réputé être de bonne qualité. Et souvent, vous voyez, c'est un riz qui, à un moment donné, n'était pas beaucoup disponible sur le marché local. C'était surtout destiné à l'exportation. Parce que ce riz, étant de bonne qualité, revenait un peu plus cher aussi par rapport au riz importé qui était subventionné. Donc, ça posait un problème de dysfonctionnement et de distorsion au niveau des prix. Donc, nous pensons que si nous arrivons à régler ce problème, nous pouvons avoir de très bons résultats et booster notre production locale. D'accord. Monsieur Dao, vous qui êtes de l'Office du Niger, est-ce que vous veillez à ce que la production que vous faites soit de qualité? Nous veillons à cela puisque les petites organisations qui sont chez nous sont souvent aussi érigées en coopératives, donc telles que les coopératives du Sexagon, Socopan et même du centre Faravasiso. Donc les organisations se sont regroupées là-bas. Ils ont des mini décortiqueuses alors qui décortiquent bien. Et puis les impuretés et consorts, tout est contrôlé là-bas. C'est de là-bas que les exploitants partent se regrouper et maintenant pour faire une meilleure commercialisation. Donc on est regroupé en coopérative. Alors et maintenant, avec les choses au Faravasiso et Sexagon, et ils encadrent aussi les exploitants, les petites exploitations, alors pour mieux valoriser leur le décortiquage du riz. D'accord. Monsieur Goïta, l'aspect qualité, c'est quand même quelque chose de très important. Est-ce que vous, dans vos programmes de formation, vous songez à cela? Je crois que c'est vraiment fondamental de reconnaître que le Mali a un riz de très bonne qualité aujourd'hui. Et il y a eu des améliorations en termes de processus de transformation de ces riz, dans tout ce qui concerne le processus de décortiquage, mais aussi la qualité du remplissage des sacs. Et ce qui est reconnu, le Malien, quand il a accès à son gambiaka et d'autres riz associés, il l'achète systématiquement parce qu'il sait que c'est du riz de bonne qualité. Je pense qu'à ce niveau-là, il y a un effort important qui a été fait. Et donc, ça fait partie de tous les paquets. On ne peut pas parler de commercialisation si on ne travaille pas sur la qualité. Je pense qu'il est fondamental de signaler le fait que
il y a encore des efforts à faire en ce qui concerne la réduction des coûts de production, parce que ça joue énormément sur les questions de prix, mais aussi de voir dans quelle mesure on peut encore avoir des systèmes de stockage et des systèmes de perte post-récolte, parce que c'est encore quelque chose c'est quelque chose d'important, et de diminuer ces pertes post-récolte pour permettre en tout cas d'avoir un maximum de la production qui puisse aller dans les sacs et transformer dans les bonnes conditions. Donc ça fait partie du paquet de formation qui est initié par différentes structures, pas seulement les structures comme la nôtre qui accompagnent les paysans, mais aussi des structures de l'État, donc qui veillent à la qualité de la production. Donc on trouve aujourd'hui qu'en termes de valeur nutritionnelle, je crois que c'est assez démontré par l'Institut alimentaire au niveau du Mali, que c'est un riz qui est de très bonne qualité, qui a moins de pesticides que beaucoup de riz qui viennent de l'extérieur et qui, en termes de capacité culinaire, présente en tout cas des perspectives extrêmement importantes. Alors, M. Boli, il y a quand même une problématique, c'est celle de la valorisation de ce riz local. Vous êtes, le système de production de riz étant largement dominé par l'agriculture familiale. Vous avez des problèmes pour pouvoir influencer le marché. Quelles sont ces difficultés? Les difficultés, la première difficulté, c'est l'organisation. Il faut que nous nous organisions. Je vous disais tantôt qu'il y a eu un environnement institutionnel qui favorise l'organisation des producteurs pour pouvoir faire des ventes groupées et aussi avoir des unités de transformation qui nous produiraient de riz de très bonne qualité. Et généralement, c'est le problème aussi d'accès au financement. Mais je pense que le plus urgent aujourd'hui, c'est l'institutionnalisation des achats. Et si nous arrivons à ça, nous avons des centres comme l'armée, nous avons des cantines scolaires. Voilà des endroits où on peut écouler le riz. Et la subvention, peut-être le PDG nous avait proposé cela et nous on était dans cette logique depuis quand M. Mara était Premier ministre. On lui avait dit ça au niveau de la zone office du Niger. Nous souhaitons que la subvention aille beaucoup plus vers la commercialisation que vers la production. Parce que la subvention qui va vers la production, des fois on a beaucoup de choses qui nous échappent. Et c'est difficile de contrôler ça. Pour commercialiser, il faut produire d'abord. Pour commercialiser, il faut produire. La production, on s'en charge. Et nous, on peut bien nous occuper de la production si on a le matériel qu'il faut, on a les terres, on a l'eau, la production, on pourra s'en occuper. On a les services d'accompagnement, les offices jouent pleinement leur rôle. Il y a des ONG également, comme l'IRPAD, il y a d'autres ONG, il y a des services de coopération. On a l'environnement qu'il faut pour aller vers la production. Mais le vrai problème, on a l'État qui engage beaucoup de frais pour la subvention. C'est vrai que la subvention, il faut regarder, la subvention que nous avons, c'est pour l'agriculture. Ce n'est pas seulement pour la riziculture. Ça a commencé par le riz, mais ça a débordé, c'est allé sur beaucoup d'autres filières. Vous voulez une subvention de plus, vu que la riziculture a une place importante quand même, surtout que les Maliens consomment beaucoup le riz. On ne veut même pas plus de subventions. Peut-être les propositions que nous aurons à faire, et nous ferons ces propositions. Si le gouvernement va dans ce sens, c'est qu'on va demander moins au gouvernement. Nous, ce qu'on pense, c'est à nous maintenant d'aider le gouvernement. Le gouvernement aussi, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est nous. Et nous sommes conscients de ça et nous pensons que nous pouvons faire quelque chose. Mais c'est une question d'organisation et c'est ça, on s'emploie. Mais c'est ça aussi, on demande au gouvernement d'avoir une certaine logique, une certaine cohérence dans toutes les politiques qu'on fait et que nous accompagnons. C'est les dynamiques qui existent et que chacun joue sa partition. L'État peut venir nous aider pour faire l'arbitre, et les interprofessions pour faire l'équilibrage et les organisations comme... L'IRPAD veut dire quelques mots. Oui. Je voulais ajouter quelques petits points à ce niveau-là. Je pense que c'est fondamental ce que Boli vient de dire, que la question de la subvention, il faut l'utiliser de façon très intelligente, en amont et en aval. Tous les pays qui ont développé leur agriculture, en tout cas des filières spécifiques, ont d'abord investi
dans les deux segments en même temps. Vous faites ce qu'on appelle la subvention à la production. Ça, c'est faciliter l'accès à l'équipement, les intrants, permettre à ce que l'accès à la terre, parce que c'est un type de production spécifique à les riz, que les gens puissent accéder à ça. Donc, comment aider à ce que les coûts ne soient pas trop élevés pour le producteur, c'est fondamental. Mais il y a une deuxième catégorie de subventions. Il y a 10 ans déjà, on avait évoqué ce sujet dans vos studios ici à l'ORTM pour dire, n'oubliez pas que la subvention doit aller aussi au niveau de la commercialisation. Parce que c'est là où le consommateur malien va accéder à ces riz maliens à des prix abordables en fonction du revenu de cette population et que cette population va s'habituer aussi bien en termes de goût, en termes de qualité culinaire, en termes de diversité des recettes à ces riz. Et progressivement, les gens développent leur propre capacité d'accéder à ces riz. Quand on accompagne une production et qu'on n'arrive pas à trancher la question de la commercialisation, on est forcé d'aller vers une situation extravertie. Ça veut dire que ceux qui ont les moyens, c'est ceux qui vont accéder à ces ressources. Et très souvent, c'est le pays voisin qui est le premier à venir. Donc, c'est ce qui se passe au niveau de pays comme la Mauritanie ou d'autres pays frontaliers de la zone de production. Les gens viennent acheter parce que ce ne sont pas des pays de producteurs et qui vont aller vendre sur les marchés. Tandis que pour retenir la production et créer de la richesse interne, il faut accompagner pendant quelques années la production, mais aussi la commercialisation qu'on appelle la subvention à la consommation. Donc, que le consommateur malais ait accès à notre riz, ils vont s'habituer et créer ces liens entre le consommateur et le producteur. Donc, il y a un lien affectif, mais aussi qu'il y a un lien objectif en termes de coût, de qualité et de durabilité du système. Parce qu'on sait qu'on est en train d'accompagner un système qui est assez durable. Je crois que c'est fondamental. Vous faites la promotion des alternatives de développement. Vous, à votre niveau, par rapport à la commercialisation, qu'est-ce que l'IRPAD fait pour aider ces producteurs? Il y a plusieurs niveaux. Nous avons mené des études pour essayer de voir un peu ce qu'on appelle les marchés territoriaux. Parce qu'aujourd'hui, au niveau international, au niveau de la FAO, il y a tout un processus de négociation pour amener les États, à partir d'une boîte à décision, dans le comité de sécurité alimentaire, de promouvoir ce qu'on appelle les marchés de proximité, qui sont des espaces de création de la richesse, mais de redistribution de la richesse. Quand vous produisez du riz à l'Office du Niger et que vous créez les conditions pour que les marchés de Gao, de Tombouctou, de Kidal, de Sikasso, ailleurs, soient approvisionnés à partir de ces riz, vous créez les conditions d'abord au niveau local pour que les commerçants à l'interne, même ceux qui sont les importateurs par rapport à la période de production, puissent s'intéresser d'abord à la production locale. Ils l'achètent à des prix rémunérateurs aux producteurs et ils permettent de l'acheminer aussi vers des zones. Ça, c'est un rôle fondamental, par exemple, que des structures comme le PAM jouent. Donc, d'amener à ce que le riz se retrouve à des niveaux où on peut accéder, surtout que c'est un produit qui est plus consommé dans les villes que dans les campagnes, de l'amener chez le consommateur. Donc ça, c'est un premier aspect. Et donc permettre à ce que les marchés dont on parle aujourd'hui soient mieux structurés. Ça veut dire qu'il y a des investissements à faire sur ces marchés, il y a une organisation à faire. Donc nous avons engagé des recherches, nous avons travaillé avec PNPR pour identifier ce qu'on appelle les stocks paysans. Parce que ces stocks paysans, c'est différent du stock commercial dans la commercialisation, ce n'est pas bien connu. Quelle est la part qui est gardée chez le commerçant, où est-ce qu'il vend son produit? Et comment est-ce qu'on peut organiser ces marchés pour permettre à ce que la richesse soit créée d'abord, ce qui va aider les collectivités territoriales à pouvoir mieux organiser ces marchés et qu'on se retrouve au niveau national et que le surplus puisse rejoindre le marché international de l'extérieur ou de la sous-région au moment où on sait que le consommateur malien a déjà accès à ces produits. Cela veut dire que quand les gens sont habitués à ce genre de marché de proximité, ils ont la disponibilité, sur le plan financier, ils ont l'accès à cette production-là, ça les permet justement de contribuer à la reconstitution de l'outil de production. Donc il va plus enrichir son sol, il va plus acheter des équipements parce qu'il sait que le marché qui est de proximité est un marché assez porteur pour lui. Et nous travaillons avec la plateforme aussi autour de ces questions, donc des marchés territoriaux, de leur valorisation et surtout d'identification des stocks paysans qui peuvent se retrouver dans l'histoire de chaînes de valeur un peu plus spécifiques. Monsieur Dao, qu'est-ce que vous souhaitez qu'on améliore par rapport à la commercialisation? Bon, par rapport à la commercialisation, tel que l'achat institutionnel est venu un moment alors à l'appui pour les producteurs en zone Office du Niger, puisqu'en ce moment-là, l'écoulement des produits était vraiment très très difficile. Vraiment, je crois qu'il faut aller vers ça. Il faut que les décideurs voient aussi
Alors, vraiment, quand on nous pousse à booster la production, normalement, l'écoulement aussi, on doit porter un œil sur cela pour que le producteur, quand il fait une grande production, et qu'il y ait un moyen d'écoulement. Tel que j'avais oublié un moment de citer Passem Fassodjigi, alors qui organise aussi des petites organisations, une fédération, alors qui fait beaucoup aussi alors l'écoulement des produits, la mise en marché. Donc vraiment on est bien structuré en zone office du Niger, sinon dans les différents bassins par la plateforme, elle nous représente et même l'interprofession. Alors je crois qu'on va arriver bientôt à terme. Donc on quitte maintenant aux décideurs de voir ce que nous voulons, alors de ce qu'on fait. Puisque la production, après l'autoconsommation, alors c'est la mise en marché. Donc il ne faut pas que la mise en marché cause problème aux exploitants, puisqu'il y a des moments, que même le fait alors de rembourser les crédits, si les commerçants ne viennent pas à temps, l'exploitant est exposé aux institutions bancaires, alors sinon même à la redevance eau. Donc le temps ne va pas attendre l'exploitant. Le 31 mars, c'est un temps butoir. Quand elle arrive, soit tu paies, soit on t'évince. Donc si c'est là que tu n'as pas un bon moyen d'écouler tes produits, ça cause problème aux exploitants. Donc quand même, nous, on s'en tient beaucoup à nos organisations, à la plateforme et à l'interprofession, qui nous organise au niveau plus haut pour que quand même ce qu'on fait alors peut nous apporter quelque chose. On va demander avis de l'OPAM avant de revenir à M. Boli. Je suppose que l'OPAM joue un rôle quand même dans cette commercialisation, c'est lequel? Oui, nous jouons un rôle fondamental dans la commercialisation. Je voulais quand même faire un petit rappel pour dire que le rôle de tout gouvernement, c'est de faire en sorte que les populations puissent vivre dans des conditions décentes, améliorer constamment les conditions de vie des populations. Et nous savons que environ 80% de la population vit dans le milieu rural. Donc, la politique du gouvernement est axée fondamentalement sur vraiment le développement rural. Et par rapport à ça, je pense que la production de riz aussi occupe un pan important. Parce que si nous voyons aujourd'hui les différentes spéculations que nous produisions, nous avons environ 10 millions de tonnes que nous produisions en termes de céréales sèches, et parmi lesquelles le maïs vient en première position avec environ 3 millions et quelques, et aussi le riz en deuxième position, bien avant même le mil et le sorgho. Donc ça veut dire que nous devons axer beaucoup d'efforts sur vraiment ces producteurs pour que ces producteurs puissent avoir quand même des conditions de vie acceptables qui puissent les permettre de sortir de la précarité et de la pauvreté. Donc c'est vraiment un objectif fondamental du gouvernement. Et pour cela, il ne s'agit pas seulement de soutenir la production, comme on l'a dit, parce que nous pouvons produire beaucoup, mais si cette production n'est pas commercialisée, vous allez voir que la chaîne va s'arrêter à un moment donné. Donc c'est vraiment toute une chaîne. Donc c'est pourquoi l'État a pris l'initiative dans la loi d'orientation de mettre en place les interprofessions, notamment l'interprofession riz. Il y a aussi l'interprofession maïs qui a été mise en place et d'autres interprofessions. Donc tout cela, ça veut dire que le gouvernement veut vraiment organiser toute la chaîne pour que chacun à son niveau puisse avoir vraiment des répondants et aussi puisse avoir quelque chose pour sortir de la pauvreté. Donc c'est ça l'objectif fondamental. Et par rapport à ça, l'OPAM joue un rôle fondamental. Parce que nous gérons le stock national de sécurité de l'État. Nous gérons aussi le stock d'intervention de l'État, qui est constitué uniquement de riz, le stock d'intervention de l'État. Donc c'est environ 25 000 tonnes de riz. Et ce riz... Ce stock est fourni par les producteurs locaux? Bon, ce stock, logiquement, nous sommes en train de voir comment ce stock soit fourni uniquement par les producteurs locaux. C'est ça notre objectif. Ça veut dire qu'il y a les deux, l'importation, il y a les deux, mais locale. C'est pas, notre souhait, ce n'est pas vraiment d'importer. Et cette année, nous l'avons fait vraiment à contre-cœur parce qu'en son temps, il n'y avait pas, la production locale n'était pas sur place. Et les conditions posées par le partenaire, parce que c'est le partenaire qui nous donne des financements, et il y a un temps d'utilisation de ce financement. Si nous dépassons ce temps, le financement est retiré.
Et ça peut jouer vraiment sur les relations du pays avec le partenaire, qui est la BID. Donc c'est pourquoi nous avons fait les deux. Mais l'objectif aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est de faire en sorte que nous puissions soutenir vraiment la production locale, que nous puissions racheter surtout le riz local, et qu'à terme même, il n'y ait même plus d'importation dans notre pays. C'est ça l'objectif. Je pense qu'à un moment donné, l'État a mis en place l'initiative riz, c'était dans ce sens. C'est que dans cette dynamique, il est important que nous puissions soutenir les deux pans. Non seulement la production, mais surtout la commercialisation. Et à ce niveau, je pense que j'ai échangé avec, parce que je suis dans un réseau sous-régional, je suis le président aussi du réseau des services publics en charge de la gestion des stocks nationaux de réserves alimentaires en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Ça regroupe 17 pays et j'en suis le président. Et par rapport à nos rencontres, nous avons échangé et la meilleure façon en fait de le faire, c'est de faire en sorte qu'aujourd'hui, nos offices puissent racheter la production locale de riz. Et que cette production, nous puissions l'acheter à un prix rémunérateur pour le producteur, qui puisse couvrir entièrement en fait ses charges. Et que le producteur n'ait pas vraiment à se dire, bon, j'ai pris telle chose à crédit, comment rembourser. Et si cela est fait, il s'agit maintenant dans un second temps de pouvoir mettre ce stock-là sur le marché à un prix aussi qui puisse vraiment être incitatif pour le producteur, les consommateurs. Que le consommateur puisse l'avoir aussi à un prix modéré, mieux que en fait, le prix du riz importé. C'est comme ça que nous allons décourager l'importation du riz et nous allons faire en sorte que chacun, en fait, à son niveau, va avoir quelque chose pour vraiment assurer la production. Parce que si le paysan, aujourd'hui malien, est sûr que quand il va produire, il sera vraiment rémunéré à un prix assez fort, je pense que tout le monde va produire davantage. La question de la production ne va même plus se poser. Et pour décourager cette importation de riz de l'extérieur, M. Boli, il vous faut être organisé de façon à ce que la commercialisation puisse être facilitée au niveau de la plateforme. M. Ndao avait émis un souhait tout à l'heure par rapport à cela. Bon, je ne dirais pas comme dirait l'autre, il faut diminuer ce que le voisin il gagne. Moi, je dirais, je me battrais plutôt pour que je puisse gagner honnêtement. Le gouvernement a mis un dispositif en place, monsieur le PDG vient d'en parler, c'est permettre à l'OPAM d'acheter du riz à un prix rémunérateur aux producteurs, de le stocker et de le sortir en cas où le prix du riz commence, il y a des flambées de riz, d'essayer de sortir et de déstocker et de vendre. En fait, c'est possible que le producteur, des fois, les producteurs, les premiers achats institutionnels que nous avions fait avec le PAM, le prix du riz était à 255, 260 francs. En ce moment, à la même période à Bamako, le prix du riz était à 350. Donc, il y a toute une batterie d'intermédiaires et chacun, il y a au minimum 5 intermédiaires, chacun fait un petit bénéfice. Imaginez que chacun fasse 10 francs de bénéfice, ça va vous faire 50 francs. Et quand tu élimines ces intermédiaires, généralement, la plupart du temps, je ne demande pas de supprimer le travail de quelqu'un. C'est généralement nos enfants même, ou nos frères, dans les villages. Mais quand tu élimines ces intermédiaires, et le bénéfice qu'ils gagnent, les 50 francs, fait en sorte que le consommateur, il paye le riz 50 francs moins cher. Et le producteur qui vend le riz 50 francs plus cher. Donc chacun gagne. Mais en fait, les petits intermédiaires qui sont là, ils ne payent pas de taxes, ils ne payent pas d'impôts, ils ne payent rien. Ils sont là, ils vivent sur le dos, mais principalement sur le dos des petits producteurs. Et comment est-ce qu'on peut éviter tout cela? Et comment on peut l'éviter? C'est ce qu'on vient de faire tout de suite avec l'OPAM. Nous avons vendu directement à l'OPAM. Mais il y avait la possibilité pour les commerçants aussi de vendre à l'OPAM. Donc le circuit n'est pas fermé, mais on essaie de rendre le circuit un peu plus valorisant, un peu plus économiquement plus viable. Mais il a dit, nous sommes dans un espace économique aussi, la CEDEAO. Mais nous sommes dans le marché mondial, qu'on le veuille ou pas, le Mali a signé les accords de l'OMC. J'ai vu dans un pays, pour ne pas permettre d'importer du riz de façon extravagante, on exige qu'il y ait, au Mali ici ça existait,
on exige des commerçants qui importent qu'ils puissent prendre un certain quota au niveau du pays. Ça permet au pays d'écouler, aux producteurs nationaux d'écouler leurs produits. Et quand on veut les attaquer, parce qu'au niveau de l'OMC, on peut attaquer, on peut dire que le gouvernement crée le monopole, donc il crée une distorsion. On peut l'attaquer, mais le gouvernement va dire non, ce n'est pas moi, c'est les interprofessions. Et là, le gouvernement a bon dos parce qu'il se met, ce n'est pas qu'il est faible. Ce n'est pas qu'il est faible, mais il se met derrière une organisation qu'il a suscitée lui-même et l'organisation prend cette responsabilité. Moi, si on m'attaque, à mon âge, qu'on m'envoie en prison, je ne vois pas bien ce que ça va coûter au Mali. Très peu, madame. C'est pas sûr. Alors, vous avez un problème de lien d'affaires aussi avec les banques. Ça voudrait dire qu'il n'y a pas de partenariat entre les producteurs locaux et les banques? Aujourd'hui, vous me donnez l'opportunité de le dire aujourd'hui. Peut-être certains responsables de la BMS m'écoutent. À la BMS, tout de suite, on vient de faire un contrat de 5 000 tonnes avec l'OPAM. Il y a plus d'1 milliard qui ont transité par les caisses de la BMS. Mais avec tout ça, on a des difficultés. Les banques ont de la difficulté de se mouvoir, mais c'est peut-être parce qu'on n'a pas établi un dialogue assez fort avec ces banques. Parce que quelqu'un qui arrive à générer des milliards sur son compte, je pense que la banque doit nous écouter un peu plus. Ça ne se fait pas. Je n'en veux pas à la banque. Peut-être c'est nous. Peut-être qu'il n'y a pas eu un travail de coordination au préalable. De travail, on n'a pas beaucoup rapproché les banques pour leur expliquer. Ils ne nous connaissent pas beaucoup. Et c'est une des raisons aussi de cette table ronde, pour faire connaître la filière, que les gens sachent exactement ce qui est en train de se passer. Il y a d'autres qui se couchent à Bamako, ils ne connaissent même pas le pied du riz. Ils disent qu'il faut vendre le riz très bas. Mais c'était un autre Malien comme toi qui est en train de produire du riz. Il faut qu'il vive aussi, il faut que ses enfants vivent aussi. Donc il faut que les gens puissent comprendre un peu ce qui est en train de se passer. Voilà, donc, monsieur Delirpad, vous voulez ajouter quelque chose? Monsieur Goïta? Oui, par rapport au système bancaire, je pense qu'il est fondamental aujourd'hui que le rythme accéléré de l'agriculture du Mali aujourd'hui nécessite une réforme bancaire. Il faut aller vraiment de fond en comble pour essayer d'associer plus les banques commerciales à tous les dispositifs de financement de l'agriculture. Et une agriculture, ça ne se finance pas avec des crédits à court terme. Ce n'est pas possible, c'est insoutenable. Le taux d'intérêt est élevé, les montants sont si modestes qu'on ne peut pas du tout investir de façon approfondie. Donc il y a cette réforme qui est nécessaire. Déjà, la loi d'orientation agricole avait annoncé le ton en disant que les crédits vont être subventionnés. C'est ça la bonification des taux d'intérêt. Mais si vous constatez aujourd'hui dans le cas du financement de l'agriculture du Mali, c'est presque des taux usuriers que les paysans prennent. Parce que ceux qui financent les campagnes, qui donnent des crédits sur 6 mois ou 7 mois ou 8 mois, ils donnent des crédits à des taux qui varient entre 20 et 60%. Parce que le taux d'intérêt étant appliqué mensuellement, souvent de 2% ou de 3%, si vous faites les calculs, vous allez tomber sur les 20 ou 30%. Ce qui est énorme. Parce que tout le monde considère que c'est un secteur à risque à cause de tous les problèmes climatiques, des inondations ou de la sécheresse, etc. Tandis que dans les pays un pays comme le Mali, où le secteur agricole constitue le secteur fondamental de l'économie nationale, on doit assumer ces risques-là en créant ce dialogue. Et des pays voisins comme le Sénégal sont arrivés à amener le taux d'intérêt à 7%, à avoir des crédits à plus long terme et à pouvoir décentraliser le système. Parce que si on ne change pas le mode de financement de l'agriculture du Mali, je pense qu'on va continuer à tourner en rond. Et ceci est valable pour la production, c'est valable pour la transformation des produits, les transformateurs le savent bien, c'est valable pour le transport et c'est valable aussi pour la mise en marché. Donc il faut réformer le système bancaire et ça se passe sous l'égide de l'État avec aussi une organisation des paysans et des paysannes, des éleveurs et des pêcheurs, parce que ce n'est pas seulement la production agricole en ce moment-là, mais c'est l'ensemble du secteur agricole qui doit s'organiser pour justement avoir cette stratégie de financement plus adéquate. Monsieur Ndao, en quoi les banques peuvent vous aider? Bon, en crédit, peut-être à long terme, donc cela peut quand même nous soulager un peu. Mais je vous dis que le problème des crédits, même au niveau des banques, par les organisations, c'est souvent dur. Hein.
puisque les paysans, alors être tous à jour, alors chaque année, c'est un peu difficile à notre niveau. Un peu d'impayé seulement, même 1 000 francs d'impayé, tu trouveras que l'organisation va à l'eau. Il n'est plus sa crédibilité au niveau de l'institution bancaire. Il n'y a pas de relation à cela, il n'y a pas d'autre chose à cela. Mais je vous dis que même le fait d'écouler les produits, même avec l'OPAM, si l'argent vient en retard, tu trouveras que les pénalités courent sur l'exploitant. Donc, au moment alors, de se mettre à jour, c'est tout un tas de difficultés. Parce que quand l'exploitant veut un crédit peut-être d'une machine, alors tu vas tourner 2-3 ans alors, sans posséder alors, ta demande. Donc, ils ne veulent que des crédits à court terme, 5-6 mois. Si ça dépasse les 2-3 ans seulement, tu trouves que vraiment on ne t'ouvre pas la porte. Okay. Monsieur Maïga, allez-y. Oui, sur la question, je voulais dire qu'effectivement, ce que M. Goïta propose, c'est vraiment la solution. À long terme, il faut quand même réfléchir sur certaines réformes pour faire avancer les choses. Mais dans l'immédiat, je pense que nous pouvons faire de bonnes choses ensemble. Au niveau de l'OPAM, les dernières années, on faisait les achats institutionnels avec les producteurs directement. Mais cette année, nous n'avons pas signé de contrat avec des producteurs. Nous avons signé des contrats avec l'interposition. Et c'est l'interposition maintenant à l'interne qui va voir et qui va fournir telle quantité. Donc nous, ça nous soulage parce que nous avons un seul interlocuteur en ce moment. Maintenant, comme ils sont bien organisés maintenant, nous pouvons aussi avec les banques avoir des partenariats. Parce que les banques, le problème des banques, c'est quoi? C'est de savoir que le crédit que je vais donner sera remboursé. C'est ça, en fait, le problème des banques. Maintenant, si les banques sont rassurées par rapport à ça... La garantie. Même le fait de... La meilleure garantie pour une banque, c'est même pas la garantie matérielle. La confiance même est d'abord fondamentale chez une banque. La banque peut vous donner un crédit sans une garantie matérielle. Sur la base seulement de la confiance. Si on sait que tel client est crédible, ce client rembourse même avant terme, mais c'est la banque même qui coûte derrière ce client, même sans garantie. Donc aujourd'hui, je pense que nous pouvons approfondir ce partenariat. Nous avons un partenariat aujourd'hui très fort avec l'interposition RI. Nous avons aussi à l'OPAM un partenariat fort avec des banques, la place. Donc nous pouvons avoir un partenariat tripartite pour rassurer la banque que l'OPAM va racheter, par exemple, des quantités avec l'interposition et que la banque soit rassurée que effectivement elle sera remboursée à terme. Et dans cela, au lieu que chaque exploitant se lève pour aller voir la banque et prendre un crédit, c'est l'interposition maintenant qui va faire l'interface. Donc je pense que ça peut résoudre le problème dans sa globalité et que nous puissions avancer ensemble. Donc quand il y a plus d'interlocuteurs, il y a plus de problèmes. Mais quand il y a moins d'interlocuteurs, en ce moment, on peut se parler et se comprendre et avancer. Je pense que c'est à cela que nous devons aller. Monsieur Boulou. Oui, bon. En 2014-2015, nous avons fait les achats institutionnels à l'évaluation. En ce moment, c'est M. Nango qui était là. Et il s'est déplacé à Ségou avec nous. Pendant 10 jours, on a décortiqué le problème. Il y avait les institutions de microfinance et les banques aussi. On avait décidé de mettre en place un pool bancaire parce que le problème que nous avons, quand le producteur il donne son produit, et à la date limite, comme le disait le délégué général, il n'arrive pas à avoir l'argent et les banques commencent à calculer les intérêts à partir du 31 mars. Et il y a la redevance aussi. Quand on ne paye pas la redevance, on te dit retire ta parcelle. Alors que ton riz est là-bas, il y a ton argent qui est là-bas. Donc c'est là qu'on a essayé de constituer un pool bancaire pour avoir de l'argent. Le 31 mars, si l'argent ne tombe pas, qu'on puisse prendre. Ben, avec l'OPAM cette année, c'était déjà lancé, mais on a vu qu'il y avait cette possibilité dont parle le PDG. D'ailleurs, on a rencontré les responsables de la BMS. C'est lui qui nous avait mis en contact. On est parti les rencontrer, mais nous avons au moins une dizaine de comptes chez eux, ou bien 20 comptes au moins chez eux. Mais il n'y avait pas de contact. On ne parlait pas avec eux, on ne dialoguait pas beaucoup. Donc maintenant, il nous revient de revoir
et comment on peut aller vers quelque chose de plus concret. Déjà à cela pour qu'il y ait plus de... On va faire l'évaluation des achats institutionnels de 5000 tonnes. Et il y a les députés aussi qui nous ont accompagnés dans cette mission. Et il y a l'OPAM, il y a un peu partout. Et le groupe de plaidoyer, l'IRPAD, la CNOP, l'APECAM, tous nous ont accompagnés. Et il y a le CSA également, tous nous ont accompagnés pour l'opérationnalisation. On fera un bilan et on va tirer les leçons et on va voir. C'est quoi les achats institutionnels? Les achats institutionnels, c'est la constitution des stocks d'intervention et les stocks de sécurité que l'OPAM a le rôle de prendre. Maintenant, pour les stocks d'intervention, l'OPAM achète. Et il achète à un prix raisonnable. Et quand il y a des risques de flambée de prix, il le ressort et il met. Ça permet de réguler pour que les consommateurs puissent avoir le riz à un prix et le maïs à un prix raisonnable. Bon, nous, on est rentré dans ça, donc on vend directement à l'OPAM. Donc, quelques commerçants véreux qui sont en train de nous égorger, on les évite. On vend directement notre riz, mais on se met ensemble. Il a dit, il y a Passem Fassoudjigui, il y a beaucoup d'autres organisations, beaucoup de coopératives. Ce n'est pas seulement la zone office du Niger, c'est tout le Mali. Mais on est parti avec celles qui sont prêtes maintenant. Elles étaient beaucoup, il y a quelques années, elles étaient dans la zone de Sélégué et à Mopti, pas beaucoup, et à Ségou aussi. On est parti à 100, on est parti avec ces organisations et on essaie de vendre à l'OPAM. C'est ce que nous appelons les achats institutionnels. Et on a rencontré le commissariat à la sécurité alimentaire qui disait qu'ils sont dans la logique d'institutionnaliser ces genres d'opérations. Et il y a les députés qui sont dans la même logique. Il y a l'OPAM aussi qui est dans la même logique. Et nous, producteurs et les commerçants, au niveau de l'interprofession, nous pensons que c'est une bonne chose. Et je pense que les consommateurs ne diraient pas mieux s'ils peuvent avoir le riz moins cher. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va fixer le prix de notre riz. La commercialisation est libérale, est libre. Nous sommes libres de vendre notre riz, mais nous souhaitons vendre notre riz ici au Mali. Sans quoi nous sommes dans un espace économique, la CEDEAO et l'UEMOA, on peut sortir et vendre nos riz même à l'extérieur. Mais ce n'est pas ce que nous ferons. Nous produisons au Mali, nous vendrons au Mali. D'accord. Merci. Monsieur Goïta. Oui, juste pour ajouter sur les achats institutionnels, donc il y a ce qui existe aujourd'hui, mais tout ce qui concerne les institutions et les structures étatiques ou intergouvernementales qui s'engagent à acheter au niveau des producteurs une production locale. C'est ça les achats institutionnels. Donc il y a un potentiel aujourd'hui, si vous voyez l'alimentation de l'armée, les cantines scolaires, mais aussi tout ce qui concerne l'approvisionnement des prisons ou d'autres choses. Dans d'autres pays, aujourd'hui, le quota alimentaire de ces structures-là est basé sur la production locale. Donc ça permet aux structures de l'État, au lieu d'aller acheter le produit à l'extérieur, donc de créer cette richesse à l'intérieur du territoire national, parce que ce sont les banques nationales qui bénéficient de la garantie des transactions. C'est le paysan, la paysanne, le leveur et le pêcheur qui bénéficient donc de façon directe de son système de production. C'est aussi l'intermédiaire qui peut être un commerçant, qui peut être une transformatrice, qui fait partie. C'est pourquoi dans le débat aujourd'hui au niveau de la CEDEAO, il est dit que les produits transformés doivent faire partie aussi des stocks de sécurité. Donc si une femme transforme le fonio pour faire du douga ou de faire le fonio pré-cuit, on doit aussi être en mesure d'acheter et de pouvoir conserver, parce qu'il y a une valeur ajoutée déjà et qui permet à la femme d'accéder aux ressources. Et donc, c'est ça les achats institutionnels. Toute structure de l'État ou interétatique qui achète la production nationale pour des usages à l'intérieur du territoire national ou pour des raisons nationales. Donc, ça constitue un achat institutionnel. Et donc, il y a une influence sur la création de la richesse, mais aussi la redistribution de la richesse au niveau local. D'accord. Monsieur Dao, par rapport à l'achat institutionnel, est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose? Une très bonne chose. Puisque l'achat institutionnel, et on voudrait même que ça aille même au-delà, puisque avec la création de nos plateformes et interprofessions, avant l'OPAM allait en zone dans les offices faire des contrats avec des organisations individuellement. Aujourd'hui, on est mieux représenté.
moi je crois qu'on peut aller plus en avant alors sur le système. L'achat institutionnel, en tout cas après la production, il faut quand même un moyen alors pour nous faciliter l'écoulement de ces produits. Vraiment, c'est un temps qui est là et qu'on doit tout gérer dans ces mêmes temps. À partir du mois de novembre, décembre, c'est les récoltes. Janvier, février, mars, on est dans les pétrins. Donc il faut qu'on nous assiste en ces moments précis alors pour que on puisse bénéficier de notre sueur aussi. Parce qu'il y a un moment que les riz locaux, alors si ce n'est pas l'intervention de l'OPAM, de l'achat institutionnel, tu trouvais même le riz à 220, 230, 250 francs à Nyono, un moment. À 250 francs, le paysan ne s'en sortit jamais. Jamais. Plutôt, il faut aller dans les 275, 280. Et ça, ce n'est même pas pour tirer un bénéfice. Hein. Mais quand même, tu ne perds pas de ce que tu as fait. Sinon, les riz, 290, 300 francs, les paysans, quand même, alors on peut se faire quelque chose. Alors, monsieur Maïga, est-ce que l'achat institutionnel va continuer? Oui, je pense que l'achat institutionnel va continuer et même se renforcer. Nous sommes pour le moment avec un partenaire qui est l'ITFC et qui nous donne un financement pour faire face à ces achats institutionnels, notamment pour le riz. Et je pense que nous sommes dans une opération qui va être bientôt bouclée et l'ITFC nous a même relancé pour que nous puissions faire une nouvelle demande et qui va être peut-être beaucoup plus importante que celle qui est en cours, qui est d'environ 10 milliards de francs CFA. Donc ça va nous permettre en fait d'organiser la prochaine saison pour voir comment nous pouvons vraiment racheter une bonne partie de cette production et à un prix vraiment qui puisse soutenir la production des producteurs et aussi revendre après, pendant la période de soudure, aux consommateurs à un prix quand même assez bas pour que le consommateur ne sente pas vraiment que les prix sur le marché sont assez élevés. Donc je pense que c'est une des missions aussi de l'OPAM. Mais je pense que par rapport à l'achat institutionnel, on peut aller plus loin. Aujourd'hui, nous devons soutenir cette production locale pour que réellement les Maliens consomment ce riz. Et c'est un riz de très bonne qualité. Et pourquoi aujourd'hui ne pas étendre l'achat institutionnel aux hôpitaux, à l'armée, aux cantines scolaires? Je pense qu'il faut le faire. Si nous arrivons à le faire aujourd'hui, ça va soutenir fortement la position locale. Je pense que c'est un objectif majeur du gouvernement et je pense que chacun à son niveau doit jouer sa partition pour que cela soit une réalité. Et nous, de notre côté, nous allons vraiment poursuivre le partenariat que nous avons entamé avec l'interprofession RI pour que nous puissions, à la lumière de l'évaluation que nous allons faire cette année, nous allons corriger toutes les imperfections qui sont déroulées pour que l'année prochaine, vraiment, nous puissions faire l'opération dans de très bonnes conditions et que ce soit une opération rodée qui va vraiment être renouvelée chaque année. Oui, M. Boli, par rapport à l'accroissement de la productivité, il y a l'État qui a quand même pris certaines initiatives. Quels ont été leurs effets et quelles ont été leurs limites? Bon, je parlais tantôt de la subvention. Ça avait commencé avec le riz. Et quelqu'un qui avait à l'époque l'œil un tout petit peu riz, tu voyais sur la route partout, on avait fait du riz, c'était du riz pluvial. Donc ça a permis d'augmenter les superficies emblavées en riz. L'initiative riz a poussé à ça et puis ça a suscité un certain engouement dans la production. Les superficies ont augmenté et ça a été quelque chose de très bien, même si la première année c'était venu avec un peu de retard. Mais en même temps, il y a eu le matériel agricole aussi qu'on a mis en place. Mais c'est à nous de nous organiser pour voir, rien ne se fait sans quelques petites approches. Il y a des petites déviations. C'est à nous de bien nous organiser pour éviter que ces genres de choses n'arrivent. Notamment pour le prix des intrants, la façon dont on achète les intrants. On veut nous aider. Mais il faut aider ceux qui veulent nous aider aussi. Comme on dit chez nous, si le chien voit l'os dans la gueule de l'hyène, il pense que c'est mou.
L'administration aussi n'a pas la tâche facile. Des fois, ils ont des obligations, mais c'est à nous de les pousser aussi pour qu'ils aillent dans le bon sens. Mais on ne les pousse pas aussi, ce n'est pas de façon pour critiquer systématiquement, mais c'est pour améliorer. Et l'amélioration des conditions de vie des producteurs aujourd'hui, et c'est l'objectif de l'État. Tout ce qu'il y a comme batterie politique pour lutter contre la pauvreté, ce n'est pas rien. Et nous sommes des outils pour favoriser le développement de cette dynamique que le gouvernement a eu à mettre en place, même si quelque part il y a quelques agents. À un moment donné, l'homme, nous sommes des hommes, à un moment donné, il peut y avoir des déviations. Eh bien, c'est aux organisations d'abord de se corriger elles-mêmes, être efficaces, et ça c'est très important. J'en posais tantôt à Ablaïda, le délégué général. Quand les producteurs auront 100% confiance dans leurs responsables, les responsables peuvent leur demander de fournir des efforts. Et c'est ce que nous avons fait cette année avec l'OPAM. On avait des difficultés, le prix qui était là, le prix sur le marché était plus élevé que le prix que l'OPAM avait proposé, mais les camarades ont accepté de faire le sacrifice, ils ont accepté. La preuve, c'est que ce n'est pas toutes les familles qui ont pu donner du riz. Mais quand même, les producteurs ont accepté parce que c'était un peu plus facile pour les producteurs aussi que pour les commerçants. Ils ont accepté de mettre, et le PDG aussi a fait l'effort d'accepter d'ajouter 5 francs. Et c'est quelque chose qu'il y a à saluer. Et là, ici, je salue les camarades de l'interprofession, surtout la famille des producteurs et la famille des commerçants qui ont fait des efforts pour aller vers ça. Il y a des difficultés, il y a eu des initiatives économiques, il y a eu des initiatives institutionnelles, et on a mis toute une batterie en place pour que économiquement nous soyons viables, pour que institutionnellement nous soyons légitimes, et nous avons profité de ça et nous continuerons à profiter pour avancer pour le bien-être de ce pays. Alors, il y a d'autres initiatives en cours, M. Maïga? Bon, les initiatives, comme je l'ai dit, nous devons surtout renforcer le dialogue. Je pense que c'est la clé du problème. Et hier, on se parlait peu, on se rencontrait peu. M. Bouli même l'a dit, ils ont plusieurs comptes dans les banques, mais ils n'avaient pas de contact avec les banques directes. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de voir comment renforcer ce dialogue, que nous puissions nous asseoir tous les partenaires et qu'une discussion par rapport à la mise en œuvre des différentes opérations, pour qu'il n'y ait pas de problème dans la mise en œuvre. Donc chacun va jouer sa partition. Eux, ils vont produire, peut-être le FOM va racheter, les banques vont les apporter les financements nécessaires pour qu'ils puissent non seulement assurer la production, mais aussi qu'ils puissent assurer d'autres besoins fondamentaux. Donc c'est ça aujourd'hui le partenariat que nous sommes en train de tisser. Si nous arrivons à cela, je pense que nous allons résoudre une grande problématique qui est vraiment le développement du monde rural. Parce qu'aujourd'hui, il faut songer à ce monde rural. Si nous arrivons aujourd'hui à faire en sorte que les producteurs, que ce soit les producteurs de coton, de riz, de mil, de maïs, puissent avoir vraiment des prix vraiment rémunérateurs, je pense que nous aurons résolu le problème de la pauvreté au Mali. Et c'est à cela que nous travaillons. Et nous devons tous nous donner la main pour le faire. Ce n'est pas seulement l'OPAM qui peut réussir cette mission avec l'interposition, mais c'est avec tous les autres acteurs, les banques, les autres départements ministériels concernés, et nous devons tous nous asseoir vraiment pour réfléchir à la question et trouver la bonne cadence. Peut-être que l'IRPAD aussi a des idées par rapport à ces initiatives qu'il faut revoir. Oui, je crois qu'il faut rappeler aussi qu'au niveau de la CEDEAO, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui l'offensive riz. Donc il y a une initiative quand même régionale et intergouvernementale que tous les 15 pays se sont engagés à développer la production rizicole parce que c'est un produit stratégique pour la région. À ce titre, le Mali bénéficie aussi d'accompagnement de la CEDEAO à travers beaucoup de projets. Et il y a aussi au niveau international un certain nombre de financements qui vont vraiment pour la promotion de la production rizicole. Il y a tout le projet Précancel, par exemple, qui soutient les producteurs au niveau du bassin de Baguinda et qui soutient aussi d'autres types de systèmes de production rizicole. Donc il y a beaucoup d'initiatives, il y a des projets qui appuient les jeunes et les femmes particulièrement pour accéder à des ressources de production.
il y a des initiatives qui soutiennent la transformation de produits. Et donc, de plus en plus, je pense qu'il y a quand même un certain nombre d'initiatives qui sont en cours et qui ont aidé. Alors, si on prend entre 2008, où il y a eu la crise alimentaire, essentiellement d'ailleurs sur la question du riz, parce que c'est le riz qui a manqué sur le marché international, ça a créé la crise. Et donc, les premières initiatives, on est parti de presque 1 million de tonnes aujourd'hui à 3 millions. Ça veut dire qu'il y a eu un progrès important en termes de production. Même si on peut questionner toujours en termes de rendement, de productivité, comment est-ce que ça a évolué, mais on voit qu'il y a des superficies qui sont étendues, les gens ont accès à des semences, ils ont accès aussi à des intrants pour pouvoir produire et atteindre ce niveau-là. De façon globale, la production malienne en termes de céréales, c'était autour de 2 millions et quelques, 2 800 000 tonnes en 2008. On est aujourd'hui à peu près à 10 millions de tonnes. Donc il y a eu un progrès énorme en termes de production. Si aujourd'hui des Maliens ont du mal à accéder à la nourriture, ça veut dire qu'il y a un problème structurel qu'on doit corriger. Donc ça, c'est la question de la transformation, de la valorisation de ces productions et de la circulation de la production au niveau national pour que le transport ne soit pas un frein à l'accès d'une partie de la population à ça. Et ça, c'est un autre niveau important. Et l'intervention des banques, de l'État, pour mettre en place les infrastructures, les organisations paysannes pour que les démembrements puissent accéder aussi à ces facteurs de production et à ne pas oublier que nous avons les offices qui sont autour des zones à haute potentialité d'irrigation. Ce sont les zones aussi qui sont convoitées par des investisseurs étrangers et qu'on doit d'abord donner cette priorité à la production nationale et qu'il y a d'autres types de production aussi dans notre pays, qui est le riz pluvial, qui se fait au niveau des bas-fonds et qui de plus en plus devient un facteur important. Et que nous, dans la transformation, il y a les femmes aujourd'hui qui se sont investies dans le riz étivé, donc qui est demandé au niveau du pays, mais aussi à l'extérieur. Donc nous avons un certain nombre d'initiatives qui sont en cours, mais qui nécessitent d'être revues à la lumière de la capacité et du potentiel aujourd'hui que nous avons. L'aménagement à l'Office du Niger, on sait qu'on a une capacité énorme et qui n'est pas atteinte, et qu'il y a des zones aujourd'hui où il y a une concentration, mais les équipements qui manquent, comme à Sélingué, où vous avez un potentiel de production énorme, mais que les équipements manquent, et la gestion des terres pose un problème. Donc il faut régler ce genre de choses pour que ces initiatives puissent aboutir à des impacts assez sérieux. On a aujourd'hui des effets, qui est l'augmentation de la production, mais en termes de changement, je pense qu'il y a encore des efforts à faire, en amont pour le financement, en aval pour la commercialisation, et que le paysan puisse être stabilisé dans sa tête par rapport à la terre qu'il possède, par rapport à la stabilité de l'accès aux intrants. Chaque année, nous, on est obligé d'aller négocier avec des poules bancaires, tandis que si vous avez la sérénité pour 5 ans à venir, en disant je ne vais pas craindre qu'au mois de mai, j'ai déjà tous les dispositifs en place, ça dépendra que des premières pluies, en ce moment-là, on peut faire un développement risicole assez performant et qui va aussi booster d'autres types de production au niveau de ces zones, parce que n'oublions pas que ces zones de production aussi, c'est des zones de production de légumes qui constituent des compléments alimentaires assez importants pour notre pays. Monsieur Daou, vous avez des suggestions par rapport aux initiatives à prendre? Bon, rien que épauler le problème de mise en marché après la production, puisque les projets, programmes, les offices, alors ils sont là-bas, alors ils nous assistent. Alors la production, quand même, je crois que et l'État même en fait quelque chose là-dedans, les subventions et consorts, mais l'écoulement des produits maintenant, alors quand même on est allé avec nos organisations, la plateforme et l'interprofession IRI, l'OPAM est là. Je crois qu'ils doivent tous se mettre pour que quand même ce que les exploitants donnent comme produit, alors soit écoulé à un bon temps. Vous voulez ajouter quelque chose, juste compléter, en fait, c'est une initiative qui est en cours au niveau de la CEDEAO. C'est la mise en place du stock régional de sécurité alimentaire. Et aujourd'hui au Mali, nous avons déjà reçu 506 tonnes de ce stock qui sont entreposées dans nos magasins, notamment du maïs et du riz. Et nous sommes en train aussi de recevoir à Koutiala et à Sigasso environ 6 000 tonnes de céréales. Donc c'est pour vous dire que nous pouvons aussi réfléchir à la question. J'en ai parlé avec le président de l'interprofession pour que nous puissions mieux nous organiser et faire face à ces appels d'offres sur le plan sous-régional. Parce que c'est des grosses quantités qui sont achetées et si l'interprofession s'organise, elle peut vraiment facilement le faire et avoir accès vraiment à ces marchés. Je pense que si nous arrivons à le faire, ça peut être aussi une très bonne chose pour nos producteurs locaux. Et nous y travaillons aussi. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Boli? Bon, c'est un plus qui va venir dans l'assiette
des producteurs et des commerçants aussi. Le stock dont il parle à Koutiala, je pense que c'est un commerçant burkinabé qui a livré là-bas. Oui. Donc, il a parlé de dialogue. S'il y avait le dialogue et que les commerçants étaient très bien informés, et c'est ce que l'OPAM vient de faire récemment, j'ai assisté à cette rencontre. Si on va dans ce sens, on ne se laissera pas ravir les parts de marché que nous avons. Et moi, je dirais, au Mali, il y a la potentialité, il y a plus de 2 millions d'hectares. Et nous avons la possibilité, on a plus de 2000 milliards de marchés dans les environs, dans les pays voisins. C'est des marchés que nous pouvons prendre. Et on est en train de dire non, on a subventionné le riz, on a aidé le riz trop longtemps, il faut aller vers d'autres spéculations. Je pense que nous avons des choses à faire. Et c'est pourquoi nous avons invité le gouvernement à mettre même dans son programme de développement de la riziculture, le SRI, le système de riziculture intensive qui permet de booster la productivité, pas seulement la production tout de suite, mais la productivité. Au lieu de faire 3 tonnes à l'hectare, qu'on puisse aller à 8 tonnes à l'hectare. Donc on peut doubler la production. Et on a demandé, c'est quelque chose qui est au niveau sous-régional. Tous les pays, il a parlé de l'offensive riz au niveau de la CEDEAO, tous les pays de la CEDEAO, on est en train de pousser un tout petit peu. Alors que le cœur du riz en Afrique, ici, c'est le Mali. Le WAP pour le riz, c'était au Mali, c'est le Mali qui avait la responsabilité, c'est le Mali, jusqu'à présent, je pense, qui gère cela. Le coton peut être ailleurs, les autres productions, le coton même aussi, c'est le Mali aussi. Mais c'est à nous de voir comment on peut aller, le système de riziculture intensive et les potentialités que nous avons, comment on peut les mettre en valeur pour prendre les parts de marché qui, je pense, légitimement nous reviennent parce que nous avons une potentialité sur le plan comparatif et nous avons vraiment ce qu'il faut pour ça. Et je pense que le gouvernement doit mettre les bouchées doubles pour nous aider. Et l'autre initiative, c'est la légalisation des achats. Il faut qu'on aille à ça pour sortir chaque année. Le PDG, il a des problèmes. Les présidents des interprofessions de riz, maïs et des plateformes, ils ont des problèmes chaque année. Il faut renouveler avec les ministres. Et on salue ici le ministre commissaire à la sécurité alimentaire qui nous a beaucoup aidé dans ça aussi. On le remercie, Monsieur Denon. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut légaliser. Ça nous évitera de courir chaque année. Et peut-être ça va amener les institutions de microfinance aussi, comme il a dit, le dialogue, la concertation, et on va élargir l'assiette de concertation et on arrivera à trouver mieux que ce que nous avons ici aujourd'hui. Et nous devons et nous pouvons. Une petite motion. Oui, une petite motion. C'est pour dire l'écoulement des produits là. Il ne s'agit pas seulement du riz décortiqué, mais même la sémence. Les sémenciers, souvent ils décortiquent leurs semences pour mettre ça alors sur le marché. Ouais. Or, une fois que tu arrives à produire la semence, c'est plus cher encore alors que les riz padis. Donc l'écoulement de ces produits de semences aussi nous coûte excessivement des problèmes. Il y a plus de 2 ans que des semences ont été livrées au niveau du WAP. À présent, l'argent tarde, ce n'est pas encore venu. Et ces exploitants courent derrière leur organisation, ils croient qu'on a mangé. Or, l'argent n'est pas venu. Donc, c'est des problèmes. Ça nous met en cause. Hein. Donc, il faut qu'on pense à tout ça. Alors, même l'écoulement des semences aussi fait partie. Il ne s'agit pas seulement de mettre dans la marmite, mais la production, toujours les semences, aussi, il y a des problèmes pour ça. Moi, j'ai fait un constat quand même, M. Goïta. Il y a absence de synergie d'action entre les différents acteurs. Comment est-ce qu'il faut corriger cela? Je pense qu'il y a quelques années, il y a 10 ans, le problème était
extrêmement difficile et complexe. Mais aujourd'hui, il y a une amélioration. Il y a une amélioration qu'il faut reconnaître. Le débat était difficile. Je me rappelle bien le plateau où il y avait le directeur de commerce, le président de la Chambre de commerce du Mali, le directeur national de commerce, plus Valérie Bollier et puis d'autres acteurs. Et le dialogue, finalement, l'émission s'est terminée en queue de poisson. Parce que tout simplement, on voulait que le paysan baisse le prix parce qu'il y a eu la subvention. J'avais fait à l'époque un calcul pour dire que la subvention que l'État malien avait donnée aux paysans, c'était autour de 16,8 francs par kilogramme. On ne peut pas demander un produit qui est vendu en ce moment à 250 à 300 francs de le vendre à 250. Vous ne pouvez pas demander de baisser le prix à ce niveau de 25 francs, tandis que la subvention même, ça fait à peu près 16 francs. Alors, ce moment est passé. Aujourd'hui, il y a ce dialogue permanent qu'on vient de décrire entre l'OPAM et l'interprofession, entre la recherche et les différentes organisations paysannes, mais aussi quelques banques ou quelques systèmes de financement décentralisés qui ont commencé à comprendre que leur activité ne peut prospérer que quand il y a ce dialogue avec les différents acteurs. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Je crois que la PNPR, la plateforme nationale de producteurs de riz, a eu l'initiative de mettre en place ce qu'on appelle une plateforme multi-acteurs dont nous faisons partie. Il y a les services de l'État, donc à travers le ministère de l'Agriculture, à travers aussi les services spécialisés qui assistent au débat de cette plateforme pour essayer de voir dans quelle mesure les thèmes spécifiques, comme les achats institutionnels, la question des importations, la question de la production puissent être abordées. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut que l'interprofession continue à dialoguer de façon bilatérale avec certains acteurs qui sont toujours réticents pour rejoindre cette table-là, et que les comités scientifiques, je crois qu'ils envisagent aussi de mettre en place, puissent être un maillon important pour faire le lien entre les différents acteurs, et qu'on puisse mettre avec des faits, avec de la recherche, avec des données, des initiatives qui peuvent permettre de corriger et de faire des recommandations et essayer de les suivre. Donc il y a un plan d'action que la plateforme multi-acteurs a élaboré et qui comporte un certain nombre d'actions de plaidoyer, mais aussi d'accompagnement des OP. Et je pense qu'à ce niveau-là, on peut très bien assurer le suivi. Et il faut une assurance par rapport à cela. Vous, producteur, M. Bollier, est-ce que vous pouvez rassurer aujourd'hui pour que l'importation cesse, que vous pouvez approvisionner le pays en denrées en riz comme il le faut? Bon, ce n'est pas tout de suite dans notre intention d'arrêter les importations. Il faut nécessairement qu'on importe la différence, le gap. On ne peut pas couvrir tous les besoins du Mali. Je l'ai dit, on était à 93% autosuffisants. Les 7%, il faut les importer. Mais maintenant, en faisant les importations, il faut veiller, faire en sorte que ces importations, ça puisse se faire, qu'on n'ait pas de surplus. Nous avons, je pense, 7 pays voisins, mais le Mali exporte vers 6 pays. À part l'Algérie, le Mali exporte du riz dans tous ces pays. Mais en même temps, le Mali importe du riz de ces pays-là. Donc, il y a une porosité des frontières qui n'est pas bien contrôlée. La douane a d'énormes problèmes pour contrôler ça. Et ce n'est pas les producteurs qui exportent. Mais c'est des histoires de business, on importe, on exporte. Donc, il y a un problème qu'il faudrait voir. Et comment on peut réguler les importations de manière à ce que les importations n'étouffent pas la production nationale. Parce que le gouvernement a mis de l'argent. Tu mets de l'argent dans quelque chose, tu ne vas pas laisser quelque chose d'autre venir étouffer cette affaire. C'est un peu difficile. Et en même temps, vous avez besoin de cette chose pour voir la différence de qualité. La différence de qualité aussi, ça permet aussi de voir la différence de qualité. Je dis, il y a beaucoup de riz de mauvaise qualité qui circulent. Au Togo, à Lomé, il y a eu cette mauvaise qualité du riz qui a fait un peu d'import à un autre qui a divagué. À Abidjan, aujourd'hui, ils sont en train de détruire du riz de mauvaise qualité. Ça crée des problèmes. Il y a des têtes qui sont tombées là-bas. Quand je dis des têtes, c'est des responsables. D'accord. Bon. On va faire un dernier tour de table. On va finir par vous, M. Bollier, pour vos doléances. Oui. L'OPAM, qu'est-ce que vous souhaitez améliorer par rapport à la riziculture aujourd'hui pour qu'elle soit plus rentable? Bon. Je pense que nous sommes en passe de régler le problème de la production. Mais il y a des derniers réglages à faire à ce niveau, surtout assurer la commercialisation. Si nous arrivons à le faire, je pense que la production ne va pas poser de problème. Nous aurons suffisamment de céréales, de riz sur le marché pour faire face à la consommation locale. Et je suis sûr que si nous renforçons l'initiative, dans quelques années,
je dirais même moins de 10 ans, 5 ans, ou même moins, nous pourrons être autosuffisants en matière de riz. Et nous pourrons même exporter le surplus. Et ça, c'est sûr. Donc maintenant, c'est à nous de voir maintenant qu'est-ce qu'il faut faire pour renforcer cette dynamique. Je l'ai dit, à mon avis, la meilleure chose à faire, c'est de renforcer le dialogue. Rien ne vaut le dialogue. Quand les gens se parlent, ils posent, on comprend mieux l'autre et on peut mieux appréhender en fait ces situations. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Chacun était dans son coin, chacun réfléchissait et pensait que le problème c'est l'autre. Alors que dans toute chose, dans toute analyse, il faut d'abord faire son mea culpa. Dire s'il y a ce problème, quelle est ma part? Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il y ait ce problème? Mais malheureusement, on ne le fait pas. On rejette tout sur l'autre. Mais quand nous mettons ensemble, nous dialoguons, nous échangeons, nous allons toujours trouver la bonne mesure. Parce que nous sommes là pour un même objectif, pour un même but. C'est de faire en sorte aujourd'hui que tous les Maliens, à quelque niveau que ce soit, puissent vivre décemment. Que chacun ait vraiment des conditions de vie décentes. Je pense que c'est l'objectif visé. Que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit au niveau des producteurs, que ce soit au niveau de la recherche, que ce soit au niveau des banques, je pense que l'objectif est commun. Je crois que le message est passé. Monsieur Daou, oui. Vos doléances au niveau de l'Office du Niger? Bon, moi, quand même, mes doléances, alors, c'est que la pluie, elle s'est fait beaucoup rare maintenant. Les cours d'eau, alors dans ces Mali, alors les rizicultures, alors pluviales, en même temps que, alors sur les cours d'eau, il faut qu'on s'émène beaucoup, alors pour que au moins, alors quand la pluie s'est fait rare, donc c'est une nation, on ne peut pas rester sans manger. Alors, l'écoulement, alors maintenant, le fleuve Niger, ça traverse le Mali, alors très transversalement, alors de l'intérieur jusqu'à se jeter à la mer. Moi, je crois qu'il y a assez de potentiel. À l'office seul, il y a plus de 1 400 000 hectares, alors irrigables. Mais aujourd'hui, on a à 120 000, alors à maîtrise totale. Donc, même pas un dixième. Donc, l'aménagement, alors ensuite les subventions, alors les offices, il faut qu'ils doublent tous le courage, l'État même, pour qu'on aille vers la surproduction et que les exploitations, quand même, peuvent servir ces Mali, alors dans les temps à venir. Ok, Monsieur Goïta. Quelques points importants. Je pense que d'abord, je crois qu'on l'a déjà souligné, il faut arriver à cette réforme le système de financement de l'agriculture de façon générale, mais aussi surtout la riziculture en amont et en aval. Donc, les banques puissent être vraiment des alliés des organisations paysannes, mais aussi des autres acteurs de la production rizicole. Deuxième élément fondamental, à mon avis, c'est aussi de contribuer à un accès sécurisé aux facteurs de production, notamment tout ce qui concerne les problèmes fonciers, tout ce qui concerne les problèmes d'accès à l'eau, de façon permanente. Et là, l'État a un rôle important à jouer. On vient de faire une réforme foncière très progressiste avec la loi foncière agricole. Je pense que la mise en application des règles qui sont édictées dans cette loi peut permettre d'avancer. Il y a un troisième point important, c'est la question de la transformation et de la valorisation des produits, notamment les riz. Nous savons que dans ces secteurs, il y a une concentration des femmes et des jeunes qui sont indispensables pour la durabilité du système. Et donc, les réformes du système bancaire doivent permettre aux jeunes et aux femmes d'accéder aussi à des capitaux, à de l'argent, pour pouvoir investir dans la transformation. Il y a aussi tout un travail d'éducation des populations. La question de la consommation du riz local est une question d'éducation civique, que les gens comprennent que chaque 1 franc qu'on ajoute au riz local, on est en train d'aider notre exploitation agricole familiale à améliorer non seulement la production, mais aussi à pouvoir créer de la richesse et à redistribuer cette richesse-là. Donc ça, c'est un travail important d'éducation pour que les gens puissent acheter, au même titre qu'on achète spaghettis, macaroni chez le petit boutiquier, qu'on puisse dire ces riz-là qui viennent de l'Office du Niger, qui viennent de Queen vers Mopti ou qui viennent de Cléla vers Sikasso, que ces riz-là a non seulement un bon goût, mais que c'est aussi une consommation patriotique et qui va aider à avancer. Et je pense qu'il y a aussi un autre élément sur lequel j'insiste, c'est la recherche pour des données statistiques
importantes qui peuvent permettre de faire une planification. Donc sans ces données-là, on sait aujourd'hui qu'on a des difficultés à collecter de l'information et donc le travail qui est fait par les services statistiques doit être amélioré pour connaître des statistiques fiables qui peuvent aider à planifier. Il faut qu'on travaille sur le long terme. 1 an, 2 ans de projet, ça n'aboutira à rien. Il faut travailler sur le long terme, d'avoir une vision de 10 ans, qu'on soit autosuffisant, où est-ce qu'on va commercialiser le surplus et comment est-ce qu'on va aider le Mali tout entier à pouvoir non seulement bien se nourrir, mais aussi créer de la richesse autour du riz. Voilà certaines propositions que je pense nécessitent d'être prises en charge les années à venir. D'accord. Monsieur Boli, le mot de la fin vous revient. Bon, merci. Et je pense qu'on a suffisamment parlé de dialogue et de concertation et des achats institutionnels. Et je pense que le commissariat à la sécurité alimentaire et tous les acteurs, que ce soit à l'Assemblée, ensemble, on va voir, il y a le groupe de plaidoyer, on est en train de voir comment, avec l'OPAM, tout le monde, élargir l'assiette de concertation, comment on peut aller vers l'institutionnalisation de ces achats. Et je pense que ça, c'est quelque chose de très fort. Mais pour la production, il y a les aménagements. Et le gouvernement malien, je pense, avait signé un accord avec la Banque mondiale et je me rappelle, le ministre avait pris l'engagement d'aller à 200 000 hectares. C'était M. Tereta. Et avec le Tchad, la Mauritanie, le Mali, le Niger et le Sénégal, tous on avait décidé de mettre quelque chose. Le Sénégal est dessus maintenant. Je souhaite que le Mali bouge pour que nous puissions avoir ce qu'il nous faut. Il y a certains pays qui sont en train de pousser, beaucoup poussent, ils veulent être autosuffisants, mais il y a beaucoup de pays dans les environs du Mali, leur production ne vaut pas la production de l'Office du Niger seulement. Donc nous devons relever la tête. Et pour la production aussi, je pense que nous interpellons le gouvernement, je l'avais fait dans le temps, même la présidence, pour que le SRI, on puisse mettre le SRI dans le programme national de la riziculture. Le SRI, c'est très important. À l'Office du Niger, on a 100 000 hectares. Si on arrive à augmenter la production seulement de 3 tonnes, on aura 300 000 tonnes de plus que ce que nous avons aujourd'hui. Bon, pour la commercialisation, nous souhaitons que la commercialisation aussi soit subventionnée. Peut-être que nous ferons une proposition, et là aussi c'est encore la concertation qui revient, et nous ferons des propositions, et quand tout sera net avec les institutions de microfinance, avec les appareils de l'État, les démembrements de l'État, avec la profession agricole, avec les commerçants, tout le monde, on va essayer de voir dans quelle mesure on peut commercialiser. Et pour le financement de l'agriculture, je pense que il y a quelque chose. On a fait les achats institutionnels cette année. Les camarades ont décidé de mettre 2 francs, un prélèvement de 2 francs. Et la loi nous permet de le faire pour les interprofessions. 5 000 tonnes, 2 francs, ça nous fait 10 millions. Je pense que nous pourrons mettre un petit quelque chose. Et je pense que Bakary Togola m'écoute aussi. Et l'interprofession coton, l'interprofession maïs, ils sont d'accord. Et les interprofessions qui ont pu faire des prélèvements, on va prendre un tout petit peu pour mettre dans le fonds pour le financement de l'agriculture. En plus de ce que les producteurs individuellement vont mettre au niveau des banques comme garantie pour avoir accès à ces financements. Je pense qu'en ce moment, ces fonds qui seront là, et je pense qu'on va nous permettre de regarder un peu plus et nous serons un peu plus vaillants pour regarder et faire des propositions beaucoup plus concrètes pour développer ce pays. Et aujourd'hui, madame, vous m'avez dit le mot de la fin et je le dirai, au Mali, tout le monde veut que ça change aujourd'hui. Mais ce que je demande, toutes les idées négatives, positivons-les et regardons comment on peut concentrer, avoir une bonne résultante et aller dans le même sens. C'est possible, ce qui a été fait, laissons et regardons devant comment on peut y arriver. Et c'est possible. Le Mali est une vieille nation et nous pouvons bien le développer. C'est un bon mot de la fin. Merci, M. Boli.
Nous allons terminer donc. Valorisons notre production locale pour plus d'autosuffisance alimentaire et lutter efficacement contre la pauvreté. Sur cette invite se referme donc ce débat. Nous parlions de la problématique de la valorisation du riz local et nos invités étaient M. Youssouf Maïga, président directeur général de l'Office des produits agricoles du Mali, OPAM, M. Faliri Boli, président de la plateforme nationale des producteurs de riz du Mali, et M. Abdoulaye Ndaw, délégué général des producteurs de l'Office du Niger, en plus de M. Mamadou Goïta, directeur exécutif de l'IRPAD Afrique, Institut de recherche et de promotion des alternatives de développement en Afrique. Nous espérons que vous avez eu un intérêt à nous suivre. Merci de votre attention. Passez de très bons moments de télévision en compagnie des programmes de l'ORTM. Bonsoir. Merci.